Il était très attendu, et même très attendu par le camp de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il a enfin obtenu ses passeports ivoiriens. L'annonce a été faite le vendredi dernier. Elle a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique. On fait le point tout à l'heure. En culture, les candidatures du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sont ouvertes depuis le 4 décembre. Et qui peut être candidat? La constitution du jury et l'historique de ce prix tout à l'heure dans le Live Actu. Et pour notre rendez-vous invité, nous parlerons de l'actualité nationale et aussi des médias. Honora de Yediane, journaliste, ancien directeur de Fraternité Matin, sera avec nous. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonsoir, bonne semaine, merci d'être avec nous, merci de choisir Live TV. On est très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle semaine. C'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau parcours. Nous sommes toujours portés par le vent du succès, portés par le vent du travail, portés par le vent de l'excellence. La recherche de cette perfection-là à partager avec vous, téléspectateurs qui tous les jours nous acceptez chez vous, ça nous fait énormément plaisir. Et quand je dis nous, il y a ma team préférée à mes côtés. Quelqu'un me demandait, la team d'ici, la team de la radio, je suis seul d'ici, je l'ai dit. Et je le dis. Bon, après, je vais me faire un petit retour par les gars à la radio. Mais bon, mais je vous aime aussi à la radio. Monsieur Serge Kouachi est avec nous. Bonsoir. Alors, bonsoir Brice, sauf que je ne sais pas trop comment prendre ça. C'est comme un père de famille qui décide d'en aimer un au détriment de l'autre. Parlant de ses fils, je pense que ce n'est pas un très bon exemple, Brice. Ah si, je trouve. C'est flatteur peut-être pour nous. Tiens, dans l'oreille, justement, j'entends les gars de la radio qui sont tombés par là, je me suis fait leur défenseur. Là, ouais, mais tu aimes les deux teams, je pense. Ouais, si. Ce sont des énergies différentes. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est juste parce que vous êtes plus nombreux ici. Tu nous préfères dire. J'ai trouvé la porte de sortie, vous êtes plus nombreux ici. On est d'accord. Donc il y a l'amour d'un là qui fait basculer légèrement les choses. Parce que là-bas, ils sont 3, vous êtes 4, donc c'est pour ça. Non, parce qu'en plus, à l'heure de la rediffusion, moi je suis à la radio. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc il a dit qu'il aime cette team-là, il ne les aime pas. Edith Broubleu, comment ça va? Ça va très bien. Comment s'est passé votre week-end? Oui, très bien. Bassam, détente, piscine, avec les enfants. Edith Broubleu, great. Jamais invité à Bassam. Jamais. Ah, vous avez des programmes lourds, hein? Ah oui, je Non, vois mais des programmes Instagram. lourds, c'est différent des lourds programmes. Parce que quand tu Ah oui, c'est vrai, c'est différent des programmes lourds. Rayana Assi, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça fait plaisir de te retrouver ce Oui, soir. mais franchement, merci beaucoup. Comment tu vas toi? Ça va très bien. J'étais au sport le week-end. D'ailleurs, vous aurez les images. Oui, parce que quand j'ai dit personne ne me croit, donc du coup, je me sens obligé de. Mais voilà, donc j'étais au sport. Mais je m'affine. Quel jour? Pardon? Quel jour? Samedi. Ah, samedi en plus. Samedi, oui. C'est bien. Au sport, j'ai commencé dans mon quartier. Et puis après, je vais en salle. pas en salle. Ouais, c'était pas en salle. La prochaine fois, fais un live. Vous allez le voir dès demain. Dès demain, je vous promets. Merci beaucoup. Sophie Aïda, bonsoir. Bonsoir, Brice. Je sais que tu m'avais oublié, t'as soufflé dans l'oreillette. Je sais, c'est pas grave. Non, pourquoi? Non, c'est pas Mais grave. je vous vois. J'avais même décidé de vous. J'ai trouvé un terme pour vous. Ah. Et le mythe Ah, de la là-bas. télé qui vient de se casser. Et oui, Brice a noué une oreillette dans Oui, laquelle on m'a vu d'ailleurs, on m'a vu l'ajuster tout à l'heure, donc du coup, ils le savent désormais. Non, j'avais dit Black Queen, tu vois, j'avais pensé Oh à là ça. là. Ça cherche. Non, je donne les points. Et puis ça, tu fais le truc femme, quoi. Tu n'es pas content de me marier. Salut à Kouachi. Salut à tous. Bon, ceci dit, on vous souhaite une bonne semaine et on va tout de suite aborder les points saillants de l'information. Ce qui fait l'actualité chez nous et à l'étranger, c'est pas vous et c'est maintenant dans le Live Actu. Il y a des jours comme ça où ça ne marche pas forcément du premier coup. C'est les Ah, courbatures, là, ça n'a ce pas sont du les tout marché. courbatures, ce sont les courbatures. Pas du tout. Je suis Non, mais d'accord avec vous. ce sont Rayana. les courbatures. Oui. Il s'est passé quoi? Non, C'est ce le sont les sport courbatures. It's ok. Des courbatures? Ouais. Vous avez le C'est sport? ça, non? Oui, c'est ça. Ah, je crois que j'ai plus de muscles, donc du coup. Non, ouais, et puis ça fait mal un petit peu aux cuisses, tu sais, pour s'asseoir. et Tu es tout. plus rigide en fait, c'est ça? Ouais. J'entendais. Je me disais comment il va réagir, Serge, quoi. J'ai noté. On va commencer notre tour de l'actualité par la politique. Et puis, cette nouvelle-là, qu'on va qualifier de bonne, dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on l'avait appelé d'une certaine manière de nos voeux ici, dans le sens de la décrispation, dans le sens de la réconciliation, mais surtout dans le sens du fait qu'un citoyen ivoirien n'était pas en possession de son passeport. Il a obtenu, c'est une bonne nouvelle, Laurent Gbagbo a ses
passeport. Effectivement, il a ses passeports, ses 2 passeports. Et c'était on va dire la bonne nouvelle, comme tu l'as dit, du vendredi dernier, donc vendredi 4 décembre. Donc on a eu différentes réactions. Hein. On a eu des réactions également sur les réseaux sociaux, avec ses nombreux tweets, également les publications Facebook. Mais on a aussi eu des réactions Au niveau de la classe politique. au niveau de la classe politique et aussi de l'avocate de Laurent Gbagbo, donc qui tout de suite après l'annonce s'est fendue d'un communiqué. Elle a relevé, en tout cas, elle a indiqué que Laurent Gbagbo saluait l'acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes, qui selon lui va dans le sens de l'apaisement que nous recherchons tous. Mais elle a relevé toutefois qu'à la lumière des récents événements qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, l'obtention de ses passeports, qui lui reviennent de droit, en tout cas qui reviennent de droit à un citoyen, était selon elle un épiphénomène. Ce sont ses propos. Et toujours dans le même communiqué, elle a fait savoir la volonté, en tout cas de l'ancien président, de rentrer en Côte d'Ivoire. Elle a dit, et je cite, « Ayant maintenant son passeport, il envisage de rentrer dans son pays au cours du mois de décembre 2020. » Et on verra... On a encore, je pense, jusqu'à encore une quinzaine de jours, en tout cas 20 jours maximum, en tout cas pour voir un peu comment ça va se passer au niveau du dispositif ici. Alors justement, à propos du dispositif, les concernés ont désigné quelqu'un Oui, à Souadou pour pouvoir organiser cela. Voilà, Exactement. donc, de concert avec les autorités, parce que quand même, il a son passeport, ce n'est pas un citoyen ordinaire, son arrivée ne peut pas se faire. À propos des réactions, on a même noté, pour aller un peu rapidement, celle de son épouse, Simone Gbagbo. Oui, Simone Gbagbo également, qui sur sa page Facebook et via Africa 24, a remercié le gouvernement pour la remise à Laurent Gbagbo donc, de ces deux passeports. Et elle a dit qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. En tout cas, elle se réjouit de cette excellente nouvelle qui permet de décrisper... Qui devrait même être une fête. L'atmosphère, qui devrait être une fête également pour elle, mais aussi pour son parti également. Alors, déclaration, de fil en aiguille, il y en a une autre, celle-là qui émane du RHDP, qui n'a pas, j'ai envie de dire, qui n'a pas véritablement apprécié, dans les propos de maître Habiba Touré, la séquence de c'est un non-événement. Un épiphénomène. Oui. Un épiphénomène. Donc, ils l'ont signifié par la voix de leur directeur exécutif, M. Adama Bictogo, qui... Très prompt à réagir. Sur exactement, très prompt à réagir, qui a condamné fermement de tels propos qui vont, selon lui, allant contre l'aspiration des populations à vivre ensemble. Donc le RHDP, en tout cas selon ses propos, invite donc les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, à se départir des actes et des propos de mépris et de méfiance, mais à s'inscrire résolument dans la voie de l'apaisement. Bon. Je pense qu'à l'exception de Maître Habiba Touré, bon, je ne sais pas pour les autres, hein. En tout cas, je crois que ce qui a tout de suite fait réagir M. Bictogo, c'est effectivement la déclaration de Maître Touré. Mais je pense que c'est surtout ce passage. Oui, c'est ce passage-là. Mais je pense qu'à l'exception, ils ont tous salué. Exactement. Ils ont tous salué donc l'effort, l'initiative qui allait dans le sens de la décrispation. Bon. En fait, finalement, on attendait cette nouvelle, je pense. On attendait toute cette nouvelle. C'est pourquoi la normalité. C'est cette partie-là où elle dit c'est épiphénomène. Là, en fait, sous d'autres cieux, effectivement, ça aurait été quelque chose de complètement anodin ou normal. Oui, c'est normal. C'est un droit. Mais aujourd'hui, on a un contexte, justement, il a attendu pendant très longtemps avant d'avoir ses passeports. Déjà un passeport. Donc, on a suivi un peu tout ce qui s'était passé. C'était 3 mois. Il avait fait la demande. Il n'y avait pas vraiment de retour. C'était un peu au ralenti et tout ça. Donc, on se dit qu'aujourd'hui, quand on regarde le contexte, on comprend que les gens soient contents. On comprend que les gens soient contents. Voilà. A dit que, je cite, que ce serait un véritable cadeau de Noël pour tous les Ivoiriens épris de paix. Mais moi, ça me fait penser à cette image qui tournait sur les réseaux sociaux depuis le début de l'incarcération de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et qui apparaissait très souvent en période de décembre. C'était un montage de lui en Père Noël. Je sais pas, vous l'avez forcément vu tourner un peu sur la toile. Donc oui, effectivement, ça pourrait vraiment être un beau cadeau de Noël, comme Niamien Konan le dit, surtout dans l'élan de décrispation et de réconciliation nationale. Mais de là à se tirer dessus, comme dans une cour d'école, sauf le respect que je dois à toutes ces personnalités politiques, je trouve ça quand même assez petit. Je veux dire, bon, on ne devrait pas être au débat de
c'est un épiphénomène, c'est pas un épiphénomène, pourquoi ils disent que c'est un épiphénomène, pourquoi ils disent que c'est pas un épiphénomène. Franchement, ça ne nous fait pas grandir. En vrai, effectivement, c'est un Ivoirien, il a droit à ses passeports. En tant qu'ancien chef d'État, il a droit à son passeport diplomatique. En tant qu'Ivoirien, il a droit à son passeport. Même si Brice, tout à l'heure, dans son introduction, disait que c'était pas un Ivoirien comme les autres. Et c'est peut-être ça qui se dit dans l'entendement des gens. Et c'est peut-être pour ça qu'on doit légitimer le fait qu'on ait mis autant de temps à lui délivrer son passeport. Mais d'un côté comme de l'autre, on a raison de dire que c'est un épiphénomène. De l'autre côté, on a raison d'inviter à l'apaisement et aux actes et aux paroles qui ne vont pas dans le mépris. Bien que je ne pense pas que de dire qu'un Ivoirien vient d'avoir son passeport, c'est un épiphénomène, ça contribue ou ça participe à jeter de l'huile sur le feu en ce qui concerne la division de cette nation. Et c'est surtout le mot que je ne sais pas, l'une d'entre vous, mesdames, a sorti tout à l'heure, c'était cadeau. Donc, je crois que c'était vous. C'est Sophie Aïda. À propos de cadeau. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment... On est en politique, comment cet acte, qui le revendique, comment cet acte est perçu pour dire, bon, d'un côté ou d'un autre, on se dit, ça y est, on nous avait reproché un certain nombre de choses. Nous, aujourd'hui, on va dans cette aspiration-là du peuple, on a fait ce qu'il faut. Et puis, de l'autre côté, on reproche aux autres de ne pas reconnaître cet effet-là, cet effort qui a été fourni. Et les autres disent, oui, bon, c'est pas un effort, en fait, vous avez juste fait ce pourquoi vous deviez être là. Vous voulez dire qu'il y a une récupération politique? En tout cas, le timing est excellent. Je trouve le timing est excellent. Est-ce que, vu qu'il est prévu qu'il arrive en Côte d'Ivoire en décembre, en tout cas si c'est effectif, qu'il arrive dans le courant du mois de décembre, est-ce qu'il sera présent pour l'investiture? Qu'est-ce qui est prévu? On verra bien. Parce qu'on a jusqu'au 31 décembre, hein, tout peut se passer. C'est le 14. Oui, c'est le 14, mais tout est possible. C'est pas un Ivoirien ordinaire en plus. Donc. Alors, nous sommes, oui, c'est dans une semaine. J'allais dire que ce week-end, c'est pas un Ivoirien ordinaire. Après, ça me dérange un peu. C'est pas un Ivoirien ordinaire, c'est un ex-chef d'État. Oui, c'est un ex-chef d'État, tu l'as bien dit. Mais je pense que tous les Ivoiriens peuvent être chefs d'État de ce pays. Donc voilà, ça fait pas forcément cette fonction, ne fait pas forcément de vous un Ivoirien extraordinaire. Non, mais en fait, dans le cas, non, mais Serge, non, pas d'accord avec vous. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, contrairement peut-être à quelqu'un qui n'est pas encore chef de l'État. C'est valable pour tous les anciens chefs d'État. Ils bénéficient davantage à la vie, en tout cas les anciens chefs d'État. Non, mais en plus, il y a des questions de sécurité. Exactement. Il y a un bon nombre de questions d'organisation à mettre en place. Je crois que c'est pour ça, en fait. Oui, non, moi j'ai juste dit que c'est le terme. C'est pas un Ivoirien ordinaire qui me dérange un peu, c'est tout. En tout cas, si on veut parler de l'atmosphère que ça va créer, moi j'ai pu voir quelques réactions sur les réseaux sociaux, donc de plein d'internautes le mot, c'était un peu plus enfin. C'était plus l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Et enfin, je pense que c'est même de tous bords confondus parce qu'on se dit, enfin, un Ivoirien revient. Enfin, c'est un petit signe de réconciliation, c'est un petit signe de décrispation. Donc, je pense que un gros signe, voilà, un gros signe. Si je dois suivre cette démarche-là, en fait, c'est cette démarche politique dans laquelle notre gouvernement aurait enfin permis à ce que Laurent Gbagbo puisse rentrer, qui est un peu sali et un peu gâché par l'épiphénomène. Le mot épiphénomène, c'est peut-être un peu pour ça qu'on se tire dessus. Mais bon, après, reste peut-être la joie de ce peuple-là de voir un Ivoirien rentrer. Et c'est ça qui doit primer dans les débats. Et vous dites un Ivoirien rentrer, je pense que la vraie phrase, c'est un et d'autres. Avec le bagage. Oui, on attend. Voilà. Parce qu'il y a un autre qui a préparé ses bagages. Lui rentrera dans les pas des autres. Et avec lui... Oui, parce qu'il y a eu la déclaration de Blé Goudé, donc, tu parles de bagages. Donc, qui a peut-être prévu également ses bagages accompagnant l'ancien président, et qui a déclaré que si les portes de la prison se sont ouvertes le 1er février 2020, la délivrance des passeports du président Gbagbo vient d'ouvrir la porte de notre retour vers Abidjan. Voilà. Il est déjà prêt. Non, mais il avait dit, de toute façon. Il est déjà prêt. Son baluchon doit être prêt. En Côte d'Ivoire, on dit il est au COI. Oui, c'est clair. On parle de paix, on parle de réconciliation, et on va en profiter, on va faire le pont pour aborder la question suivante, celle du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est ça. Ouais, l'édition 2021. Les candidatures sont ouvertes donc depuis le 4 décembre et ça se prolongera jusqu'au 8 février 2021. Mais si tu me permets, Brice, j'aimerais revenir un peu sur le contexte de ce prix parce que pour expliquer un peu. Exactement. Alors le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été créé en 1989 par une résolution
d'environ 120 pays. Donc, en créant ce prix, la conférence générale de l'UNESCO en fait voulait rendre hommage aux actions que feu Félix Houphouët-Boigny a pu poser pour la paix, pour la réconciliation, mais aussi c'est une façon pour eux de réaffirmer leur engagement justement pour tout ce qui a trait au dialogue, à la réconciliation dans les États du monde. Alors c'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on est le 7 décembre et qui dit 7 décembre dit commémoration de la mort de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny. Et puis aujourd'hui, 7 décembre 2020 marque le 27e anniversaire de sa mort. Voilà. Donc pour parler du prix, la réception des candidatures est ouverte. Qui peut faire acte de candidature? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, c'est tous les États membres de l'UNESCO, donc des personnes physiques ou morales, mais qui jouissent quand même d'une certaine réputation et qui remplissent quand même des critères. Donc être engagé par exemple dans le domaine des droits humains, de la promotion et de la culture de la paix, et puis l'humanisme par exemple. Donc l'objectif, c'est d'honorer ces personnes vivantes, ces institutions ou ces organismes qui ont pu peut-être contribuer à la promotion de la paix, à la culture de la paix dans les esprits de tout un chacun. Pour qu'on comprenne bien, Rihanna, qui a déjà bénéficié de ce prix-là? Alors, quelques anciens récipiendaires, on va citer entre autres François Hollande, qui est lui-même ancien président de la France, lauréat 2013, et qui fait cette année partie du jury. On aura Abdoulaye Wade, donc ancien président sénégalais qui a été lauréat en 2005, et puis Nelson Mandela, le grand Nelson Mandela, ancien président sud-africain qui a été lauréat en 1991. Alors, si tu me permets, je vais dire qui est le jury 2021. Tada. On a Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria et prix Nobel de la paix 2011. François Hollande, ancien président de la France, lauréat 2013, je le disais. La princesse Soumaya bint El Hassan de Jordanie, envoyée spéciale de l'UNESCO pour les sciences de la paix. Michel Candesus de la France, ancien directeur général du Fonds monétaire international. Mohamed Younous du Bangladesh, fondateur de Grameen Bank, prix Nobel de la paix 2006. Et puis Forrest Whitaker, Sophie me corrigera, Whitaker des États-Unis, fondateur de l'initiative Paix et Développement. Donc, de grande qualité. C'est ça. Alors, vous terminiez? Oui, donc j'allais dire que voilà, les candidatures sont ouvertes. Elles se prolongent, je le répète, du 4 décembre, donc déjà ouvertes, et puis elles finiront le 28 février 2021. Et voilà. Alors, concernant ce prix, c'est vrai, à un moment donné, on peut se poser des questions. Aujourd'hui, faire le point pour l'édition 2021, il y a eu des récipiendaires, ils ont reçu les prix. Aujourd'hui, est-ce que ce prix-là brille toujours de mille feux? Est-ce que il représente toujours ce Saint Graal vers qui les uns et les autres vont courir? Malheureusement, je ne dirais pas qu'il passe inaperçu, mais c'est vrai qu'on n'entend pas parler de ce prix comme on devrait en entendre parler parce qu'il a quand même une symbolique qui est grande. Oui, il a quand même une très grande symbolique et je dirais même que quand on regarde une date comme le 7 décembre, on devrait justement profiter pour faire la promotion de ce prix-là qui porte son nom. Et donc aujourd'hui, par exemple, la jeunesse ne connaît pas forcément ce prix-là ou même son essence. C'est pour ça que j'ai tenu à revenir sur le contexte. Moi, pour rebondir sur vos propos et très vite, et ça va vraiment dans le sens de ma pensée, je considère qu'au-delà même du prix, 27 ans que le président fondateur de la République de Côte d'Ivoire a disparu. Aujourd'hui, demander à quelqu'un de 29 ans, de 30 ans, qui est Félix Houphouët-Boigny, il a du mal à vous le dire. Donc, à la base, la responsabilité vient de nous-mêmes, Ivoiriens. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'on apprend qui est Félix Houphouët-Boigny dans les livres d'école, à l'école primaire? Est-ce qu'on fait grandir les enfants avec le souvenir de Félix Houphouët-Boigny? Aujourd'hui, tout ce que cette jeunesse-là, donc de 25, 26 ans, retient grosso modo de Félix Houphouët-Boigny, c'est ce que ses héritiers sont en train de faire au niveau politique, parce que chacun aujourd'hui revendique le fait d'être héritier de Félix Houphouët-Boigny, mais on ne comprend pas forcément trop qu'est-ce qui était vraiment la politique de l'homme et qu'est-ce qu'il représentait. Donc moi je pense que la responsabilité incombe déjà au gouvernement ivoirien, à la République de Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens et à tout un chacun. Il faudrait qu'on puisse se passer vraiment le souvenir de ce monsieur-là, savoir qui il était, qu'est-ce qu'il a fait pour que ce prix-là, entre autres, puisse avoir un peu plus de valeur aux yeux des Ivoiriens. Et s'il a de la valeur aux yeux des Ivoiriens, il aura de la valeur aux yeux du monde. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce que les récipiendaires sont toutes des personnes connues, des personnes, des anciens chefs d'État? Oui, en fait, ils doivent jouir d'une certaine réputation internationale, d'une certaine notoriété. Donc c'est justement, je pense que c'est là aussi vient le challenge pour la jeunesse, parce que cette jeunesse-là, si elle ne se sent pas concernée par le prix,
c'est difficile de la garder en alerte ou intéressée, je dirais, par pour rejoindre ton point, l'ampleur, en fait, tu vois, de ce prix-là. Pour rejoindre ton point, en fait, le prix est international. Lorsque vous prenez le prix Nobel de la paix, c'est vrai qu'on en parle dans les médias. Le rayonnement, il est international, on en parle dans les médias. Mais vous demandez à combien de jeunes, est-ce qu'ils en parlent dans leurs conversations, sous les grains, dans les arbres, sous les arbres, pardon. Est-ce qu'ils en parlent, est-ce qu'ils en discutent? Le rayonnement, il est international. Donc ça, il faut le reconnaître. Ce prix permet à la Côte d'Ivoire de briller à l'international. Même si on n'en parle pas sur le plan local, qu'on n'en fait pas des discussions ou des débats, c'est pareil que le prix Nobel, on n'en fait pas forcément des débats ici ou même dans le pays qui a institué ce prix, en fait. Moi, je veux juste qu'on s'attête sur le fait que ce prix permet de pérenniser d'une certaine manière également le passage et l'impact de la mémoire de feu Félix Houphouët-Boigny et permet également à la Côte d'Ivoire de rayonner à l'international grâce au soutien et à l'appui de l'UNESCO qui permet également de pouvoir prolonger cet héritage de paix que nous a laissé le père fondateur. C'est quand même 150 000 $ ce prix-là. Ça ne me dérange pas. Est-ce que ce montant ne peut pas être alloué à d'autres choses? Par exemple, à l'éducation, système éducatif. Le prix qui a remis au non, en fait, pas le prix, mais l'investissement qui est fait autour de l'initiative, tu vois. Je pense qu'on a un budget qui est monté chaque année. C'est ça, et puis même au-delà de ce qui est financier, vous parlez tout à l'heure du rayonnement. Il y a une forme de mémoire du président Houphouët-Boigny qu'on tient à garder, très fraîche, Serge j'en parlait tout à l'heure, dans les cœurs, dans les esprits. Donc je crois que c'est le premier objectif dans la promotion de ce prix-là. Et puis après, il y a ce qu'on gagne. Mais maintenant, ce qu'on gagne, ce qu'on en fait, vous me direz, à un moment donné, on peut ne pas aussi délivrer un prix Nobel de la paix, parce qu'après, on ne sait jamais, on peut prendre l'argent. Alors moi, là où je ne suis pas forcément d'accord, avec Edith quand elle dit que par exemple le prix Nobel de la paix ne fait pas toujours grand rayonnement, mais il est là et que ce prix, au plan local, oui effectivement, et que ce prix Félix Houphouët-Boigny contribue quand même à faire briller la Côte d'Ivoire à l'international. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord dans le sens où il faudrait plus que la jeunesse soit impliquée dans l'initiative en elle-même, parce que c'est la jeunesse qui va porter justement la pérennité de ce prix-là plus tard, parce que la jeunesse c'est l'avenir. Donc si ceux qui sont en ce moment en train d'organiser cette initiative, de mettre en place, de promouvoir et tout ça, partent, qui est-ce qui va assurer la pérennité de ce prix? C'est vrai que contrairement à l'international, mais contrairement vous parliez de l'international, plus à l'international que sur le plan local, à un moment donné... C'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est quelque chose qui ne nous appartient plus. Et dès lors que quelque chose ne nous appartient plus, il a cette quintessence internationale qui... C'est comme le rallye Dakar. Le rallye Dakar ne se fait plus à Dakar. Le démarrage du rallye Dakar va se faire à Porto Rico ou à Buenos Aires. À chaque fois que vous entendez le nom, vous pensez à Dakar. Parce que c'est une marque en fait, c'est surtout sur le point de marque. C'est une marque en fait pour la Côte d'Ivoire, mais qui rayonne à l'international. Et c'est aux jeunes de s'informer, je pense. Moi, je pense qu'ils gardent en mémoire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et qui dit histoire de la Côte d'Ivoire, ça doit être pérennisé par la jeunesse. Et c'est pour ça que la jeunesse est importante et qu'elle doit justement garder ce saut. Et je suis d'accord avec Serge sur ce qu'il disait, c'est important d'instruire nos enfants dès le plus jeune âge. C'est important parce que moi, par exemple, je n'avais jamais entendu parler de ce prix. Par exemple, tu vois. Beaucoup plus de communication. Voilà, plus de communication et puis voilà. Et puis plus de... je cherche un terme. Et même des stratégies pour impliquer la jeunesse. Non mais elle a dit, Edith, vous dites pour impliquer la jeunesse également a besoin d'aller vers l'information. Ouais. Voilà, ça tout est accessible aussi. Tout est accessible aussi en même temps. Internet. Et puis c'est un peu notre rôle, un peu comme ce que nous faisons ce soir. Voilà. C'est un peu notre rôle de parler de cet événement, d'en faire de la promotion et surtout rappeler aux bons souvenirs des uns et des autres toute l'action, parce que derrière ce prix, c'est toute l'action du président Houphouët-Boigny qui est célébrée, qui est symbolisée donc, par ce prix-là. Et on tenait à le faire ce soir. Bon, on termine notre tour de l'actualité avec la 45e édition de l'opération Grand Ménage, dit-on, qui s'enrichit de deux ministères. Tout à fait, donc 45e édition de l'opération Grand Ménage, on va parler donc de ce grand coup de balai qui s'enrichit de 2 ministères. Donc le lancement est a été fait le 5 décembre 2020 à l'hôpital général de Trècheville. Alors le thème, c'est le balai et la cohésion sociale. Voilà.
essayez de trouver un lien. Et je pense que sur ces images que vous avez sur vos écrans, je crois... Non mais c'est terminé, soyez pas mauvaise langue. Nous essayons de trouver un lien et ces images vous y aident parce que quand on voit la ministre et toutes ces personnes-là autour d'un balai, on se rend bien compte que c'est très important de nettoyer tout ce que vous avez comme débris après crise pour pouvoir espérer un avenir meilleur. Voilà le lien que j'ai pu trouver. Accompagnement donc du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, accompagnement du ministère de la Cohésion sociale. Et c'est donc là la particularité de cette 45e édition, parce que c'est quand même la 45e édition de l'opération. Justement, j'ai rebondi là-dessus, Serge. 45e édition, est-ce que vous avez l'impression, sincèrement... Non, mais c'est même pas ça, c'est même pas une question d'avoir l'impression. Moi, j'ai envie de vous poser la question de ça. Allez, c'est un peu biaisé maintenant aujourd'hui, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'opération Grand Ménage? Oui, déjà. Bon, maintenant, Sophie quel Elga, impact, la vraie question, c'est quel impact la 45e édition, comment on fait le point de cette 45e édition? Est-ce qu'il y a un vrai impact sur la vie des Ivoiriens? Alors, on voit les résultats de cette opération. En tout cas, c'était une grosse action de communication, puisque la ministre Anne-Désirée Oloto était là, avec son balai de l'assainissement et de la salubrité publique, ce qui, qui porte et conduit l'opération. Elle a appelé toutes les forces vives de la nation à s'approprier l'opération, car la propreté est l'affaire de tous, ce sont ses mots. Donc seul le gouvernement n'y arrivera pas. C'est ensemble que nous réussirons à avoir un pays propre, a-t-elle plaidé. Alors moi, je pousse la réflexion, je m'interroge, j'entends déjà Edith me dire Serge, mais bon, je vis quand même dans ce pays-là et je me dis, ok, pour la 45e édition de cette opération Grand Ménage, c'est bien beau d'entendre ces mots, c'est même très intéressant, mais ça part d'un constat. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'Abidjan est propre ? Ne serait-ce qu'Abidjan, la perle des lagunes. Bon, si Abidjan n'est pas propre, pour célébrer cette 45e édition de l'opération Grand Ménage, moi, j'aurais fait les choses de façon différente. Je ne suis pas encore au pouvoir en ce qui concerne ce ministère et je ne prétends pas un jour. Parce que le encore quand même. Oui, sait-on jamais. Sait-on jamais. Je ne lance pas de courrier, je ne fais pas de tarot. Sait-on jamais. Je ne prends pas de paris sur l'avenir, jamais. Mais on ne sait jamais quand même. Voilà. Donc je me dis qu'il faut rendre cette journée-là un peu plus solennelle. Sous d'autres cieux et ça a bien marché. Pourquoi vous dites comment? Vous dites solennel comment? Voilà. Alors je dirais même national, mais vraiment national. C'est-à-dire que là, on a l'impression vraiment quelques couches. On n'en parle pas aujourd'hui sur le live talk, sur ce plateau. Je pense que beaucoup de gens ne sauront pas que ça s'est passé. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas une implication plus large, plus globale. Il faut instituer une journée nationale de grand ménage, par exemple. Moi, je me rappelle que plus jeune, il y avait ce genre d'initiative, des mairies, genre de choses dans les quartiers, où tout le monde sortait un week-end, un samedi, pour balayer devant sa porte, pour mettre des trucs dans... Voilà, il faut que ce soit un appel national pour que ça puisse avoir véritablement un impact. Il faut que les gens puissent s'impliquer véritablement et pas que... plusieurs fois par an, quoi. Bien sûr, et pas que la ministre, pas que des autorités, mais qu'on sente que toute la population s'y met. Ce jour-là, on décide, par exemple, qu'il n'y a plus rien. C'est exactement là qu'on parlera de cohésion sociale, c'est-à-dire ce jour-là, on mettra de côté parce qu'on ne dira pas c'est une initiative du gouvernement, donc du coup, forcément, on n'a pas envie de s'impliquer. Tout le monde, sans différence de... C'est comme ça? On le prépare bien avant, une bonne communication, même une communication de proximité dans les quartiers. On dit, bon, allez, ce samedi qui vient, tout le quartier doit sortir, toutes les familles doivent sortir, c'est une activité. Vous ramassez un papier, vous ramassez quelque chose, vous mettez dans une poubelle, parce que personne ne travaille ce jour-là. Avec une dynamique, peut-être même des t-shirts qu'on pourrait mais bien sûr, acheter, bien sûr. En fait, il faut que les populations se sentent impliquées parce que derrière, quand tu vois sur une plateforme comme Police Secours, moi je vois régulièrement des personnes qui publient des photos d'ordures accumulées dans leur quartier et ils sont obligés de poster la photo sur Police Secours pour qu'on puisse venir ramasser ces déchets. Comment se sentir impliqué? Et en plus, on n'a même pas, on découvre l'information. Je pense que pour les gens, les spectateurs qui nous regardent, ils découvrent l'information. Comment se sentir impliqué à aller venir participer à une telle journée? Parce qu'on n'est même pas informé de toute façon. Là, on dévoile toutes nos idées. Hein, parce qu'on dit l'Ivoirien le plus propre, le quartier le plus propre, le ménage le plus propre. Il y a beaucoup d'initiatives. Je vais peut-être fâcher certains, mais quand je regarde les images, ce n'est pas très, très, très sale ce qu'ils sont en train de nettoyer. Je veux dire, moi, j'aimerais bien
voir qu'on aille dans des quartiers où il y a vraiment de la vraie salubrité à l'état Saleté, pur oui. et qu'on voit de saleté, pardon, et qu'on voit la population à l'œuvre en train de justement ramasser, en train de... Voilà, Ils n'ont pas mis les voilà, ils n'ont photos, pas mis les vraies photos, parce que c'est 20 heures, il y en a qui disent Partagez. peut-être... Non, mais en même temps, je veux dire, ils sont à l'hôpital général, Et bon, puis, c'est important. Serge, je disais rapidement. Oui, vraiment, il 30 parlait secondes. d'une journée nationale instituée. Je pense que tu faisais référence également au Rwanda. Au Rwanda, Oui. chaque dernier samedi du mois, c'est une journée qui est instituée. Le président Kagame, sa femme, ses ministres, tout le monde, ils se retrouvent pour ce qu'on appelle l'Umuganda. C'est le jour des travaux communautaires au Rwanda et surtout à Kigali, donc une fois par mois, sous peine d'amende. Les Rwandais sont priés de travaux, sont priés d'aller faire des travaux au service de la communauté. c'est ça qui marche. Sous- pendant cette journée, d'amende. sous peine d'amende. on n'en est pas d'accord. On peut pas instituer Bon, la je suis loi. d'accord que vous Mais êtes c'est un- d'accord. c'est- non, On c'est peut ne un pas exemple forcément de ce qui se partir fait par la coercition, en non, de la Afrique, sensibilisation, mais- de l'implication volontaire. C'est une- voilà, Voilà, c'est parce une qu'il y a un élan voilà. national, c'est notre pays. Et Moi, je suis voilà. pour la l'objectif de ces Moi, je suis travaux, pour l'amende. c'est de Bon. renforcer l'unité Chacun- nationale. en Ok, fait. chacun Voilà. ses options. Non, Moi, je suis sûr, je suis pas qu'à- d'accord, c'est vrai, mais je suis forcé de Et c'est inscrit réaliser, dans de la reconnaître que Constitution. c'est ce qui marche. Oui, et c'est inscrit dans la Constitution. il y a d'autres choses qui marchent. Il y a d'autres choses qui marchent. Il y a d'autres choses qui marchent sans forcément qu'on soit passé par la voie de la C'est juste coercition. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis sûr qu'après, on va tous nous convoquer au ministère. Cette fois, pour entendre nos idées. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Bon, c'est tout pour le Live Actu. On va poursuivre maintenant avec notre lu vu et entendu pour parler d'autres choses. Aujourd'hui, on le disait, 7 décembre, la Côte d'Ivoire commémore la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne. Il est l'auteur de notre lu vu et entendu ce soir. On l'écoute religieusement. Tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, de bauxite, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, nous leur demandons de nous aider à former nos cadres. On parle de transfert de technologie. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques, scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Sur Houphouët-Boigny, je pense que 2 semaines d'émission ne suffiraient pas à décortiquer, à analyser, à apprécier l'œuvre de ce grand bâtisseur, de cet homme extraordinaire. Moi, je pense que 27 ans après, plus je l'écoute, et plus je me dis, waouh, il c'est était un visionnaire. super en C'est un avance, visionnaire. exactement. Rien que ça. Franchement, Serge. c'est... Oui, alors moi, ce que j'entends dans ces propos, et c'est d'ailleurs un constat même de ce qui se fait et de ce qui se fait même au niveau de l'urbanisation de la ville et de ce pays-là, ce que j'entends dans les propos de feu le président Félix Houphouët-Boigny dans cet extrait, c'est notre quotidien. C'est exactement ce que nous cherchons toujours à faire 27 ans après sa disparition. Je ne veux pas revenir sur les potentiels problèmes qui aient pu exister, notamment sur son héritage, mais je me dis qu'il est vraiment temps de se mettre au travail. Il parle dans cet extrait de transformation de matières premières. Il le dit très clairement, tant qu'on continuera d'exporter les matières premières agricoles à l'état brut, on sera sous le joug donc de cette domination de ces pays intermédiaires. Il parle de transfert de technologie et il le dit, où est-ce qu'on a vu du transfert de technologie au Japon, en Corée, c'est moi qui rajoute, mais c'est vous dire qu'on devrait miser sur la transformation de nos propres matières premières pour être au niveau de l'autosuffisance alimentaire, même en ce qui concerne le riz et tout ça. On doit vraiment recentrer toute notre énergie sur ça pour que demain on puisse se taper dans la poitrine pour dire que la Côte d'Ivoire est véritablement la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Je rejoins ton point. Il était déjà dans cette vision future, mais malheureusement, je pense qu'on est toujours à cet état d'être un pays qui est une économie extractive. Donc quand je dis extractive, on dépend des matières premières agricoles, mais également des minerais. Et lorsqu'on se retrouve dans des situations où Hershey
et mars, on est à couteau tiré avec eux, avec le Conseil du café et du cacao, et on est obligé de leur, on va dire, de leur interdire l'importation de cacao, on se rend bien compte qu'on a les mains quand même liées 27 ans plus tard. Donc c'est vraiment un message qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour essayer d'industrialiser, en tout cas d'arriver à une semi-industrialisation de la Côte d'Ivoire en faisant la promotion d'acteurs locaux. Il faut pérenniser cette action, il faut surtout écouter, et bien écouter ce qu'il disait, et surtout appliquer pour vraiment, véritablement arriver à un pays qui a une économie un peu plus florissante. Deux points en tout cas pour résumer un peu celui entendu. Le premier point, c'est lui-même, le président Houphouët-Boigny, qui disait qu'il y a il y a eu 2 personnes qui sont les plus lues, Mahomet et Jésus-Christ. Et donc, ce qu'il souhaitait, c'est que nous tous, nous soyons des disciples parce qu'ils sont les plus lus, parce qu'ils ont eu des disciples. Ce qu'il souhaitait que nous soyons des disciples de son œuvre. Alors, le deuxième point, c'est concernant son héritage. Vous parliez tout à l'heure de ce qu'il avait dit. On a tous dit qu'il était en avance, il était visionnaire, avant-gardiste. Aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on est face à ces problèmes-là, ça pose vraiment le problème de la gestion de son héritage. Aujourd'hui, des choses qu'il avait annoncées, qu'il avait dites. Après, sur la paix également, l'héritage de paix, quand on voit également ce qu'on traverse en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai bien aimé cette subtilité entre le transfert de compétences et la formation. Parce que la formation, c'est quelque chose qui va nous servir à long terme. C'est toute une génération qu'on est en train de former pour une œuvre qui sera pérenne. Et je reviens sur cette pérennité, sur l'idée de la pérennité. Ça s'appelle aujourd'hui le développement durable. Le développement durable, tout à fait. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est mettre l'accent sur la formation, quels que soient les domaines, justement, d'activité. Il faut que les gens soient réellement formés. Et pas seulement par exemple, aujourd'hui, dans une entreprise, juste 5 minutes. Aujourd'hui, une minute. C'est beaucoup. Aujourd'hui, dans une entreprise, on se rend compte que certains directeurs généraux vont chercher des gens ailleurs pour venir, généraux vont chercher des gens ailleurs pour venir faire des tâches qu'on a ici la compétence de faire. Donc, il faut miser sur la formation et sur l'intégration des compétences nationales. En tout cas, notre hommage au président Félix Houphouët-Boigny, c'était un morceau choisi. Comme je dis, on aurait pu aborder cet hommage-là avec beaucoup d'autres extraits. Moi, on a choisi celui-là pour évidemment aborder la question de l'héritage, la question de la formation, la question on devrait ramener des extraits comme ça de temps en temps du président Félix Houphouët-Boigny. Il a dit des choses vraiment très, très, très intéressantes. Le Live Talk se poursuit sur Live TV. Merci d'être avec nous pour la dernière ligne droite de notre émission. Dernière ligne droite au cours de laquelle nous recevons notre invité. Notre invité du soir est un homme de presse, journaliste, consultant, ancien directeur général de Fraternité Matin. Monsieur Honorat de Yediagne est avec nous. Bonsoir, monsieur de Yediagne. Bonsoir, chers amis. Merci d'être avec nous. Alors, vous faites partie des journalistes seniors, de nos dévanciers, de nos aînés, donc concernant le paysage médiatique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel regard, pour faire un petit point, quel regard vous avez sur ce paysage-là de nos jours, actuellement? Mais écoutez, la presse ivoirienne n'a pas évolué depuis le printemps de la presse. Nous sommes restés dans les tranchées. La distance qui sépare Alassane Ouattara du Patriote est la même que celle qui sépare Gbagbo Laurent de Notre Voix, ou Afin Guessan de La Voix, ou je dirais Bédier du Réveil. Donc nous sommes dans les tranchées. Nous n'avons pas de presse professionnelle, nous avons une presse militante, une presse alignée sur les partis politiques. Et cela a une explication très simple, c'est que nous n'avons pas réussi à être un pays démocratique. Je note, monsieur de Yediagne, tout à l'heure que dans les exemples que vous avez pris, vous avez parlé beaucoup plus de la presse écrite. Oui. Mais encore, c'est encore plus grave pour la presse télévisuelle, parce que c'est une presse infantilisée, domestiquée, c'est une presse au service du parti au pouvoir, c'est la vitrine du parti au pouvoir. Moi, j'ai essayé, pendant les 5 ans que j'ai eu à diriger Fraternité Matin, à montrer qu'on peut faire la presse autrement, même si c'est une presse publique. Mais justement, pour vous emboîter le pas, lorsque vous parliez de presse écrite tout à l'heure, vous aviez cité tous ces grands journaux et vous les avez reliés à ces personnalités politiques de la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de Fraternité Matin? Mais Fraternité Matin au service du pouvoir.
Il ne peut en être autrement. Fraternité Matin a été conçu pour servir le pouvoir et pour servir le chef de l'État. C'est la conception que Houphouët a eue, parce qu'on n'oublie pas que Fraternité Matin a 60 ans, sinon, enfin, à presque 60 ans, ça a été créé en 63. Donc, ce que vous ne savez pas, pour vous montrer à quel point ce qui intéressait Houphouët, ce n'était pas l'aspect commercial de Fraternité Matin, je suis là pour vous dire que Fraternité Matin était une entreprise française. Voilà. Ça, on le savait. Bah, par contre, ce que vous dites tout à l'heure à propos d'infantilisation, j'aimerais bien que vous définissiez les choses, parce que j'estime que, bon, déjà pour la question du fait que les choses n'aient pas évolué, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez fait, vous, chers aînés, pour que les choses évoluent? Moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord d'apprendre à avoir un comportement citoyen. Moi, je suis pour la verticalité citoyenne. Je suis pour que chaque individu prenne conscience de la nécessité d'apporter à sa communauté un minimum de valeurs qui l'aident à grandir. Et il se trouve que, nommé à Fraternité Matin, la première chose que j'ai faite, c'est de changer la ligne éditoriale. C'est de faire en sorte que Fraternité Matin ne soit jamais la vitrine du parti au pouvoir. Et moi, en tant que DG de Fraternité Matin, je n'ai jamais lu un seul article de Fraternité Matin avant parution. Je n'ai jamais écrit un seul éditorial pendant 5 ans. C'est pour montrer que c'est possible. Je ne suis pas DG de Fraternité Matin pour célébrer Gbagbo. Ce n'est pas mon rôle. Mon horizon d'homme, ça ne s'arrête pas à un chef de l'État. Si on le comprend bien, voilà. Lorsque vous étiez directeur de cette structure-là, Fraternité Matin avait une plume libre. J'ai essayé de défendre un concept que j'ai eu à appeler l'autodétermination éditoriale. C'est-à-dire, moi, nommé en Conseil des ministres, je jugeais malséant d'avoir à écrire dans un journal comme Fraternité Matin. Et donc, je laissais le soin aux journalistes de Fraternité Matin de faire leur travail, qui est de donner l'information au public ivoirien. On va revenir à l'actualité, monsieur de Yediagne, je prononce bien. Le premier point qu'on souhaite partager avec vous, c'est l'obtention par le président Laurent Gbagbo de ses passeports. On pourrait peut-être avoir votre point de vue sur la question, votre avis. Quel commentaire vous en faites? Je dirais une chose qui me paraît très très simple. Je reprends ce que Maître Abiba a dit. Pour moi, c'est un épiphénomène. J'ai du mal à imaginer que la normalité soit de ne pas remettre un passeport au président Gbagbo. Parce que tout citoyen, ce n'est pas en tant que chef d'État, c'est en tant que citoyen. Tout citoyen ivoirien a le droit d'avoir un passeport s'il se trouve à l'étranger ou s'il veut sortir de son pays. Donc, que Gbagbo ait son passeport, je ne vois pas en quoi ça doit ébranler chacun de nous. Mais au-delà du mot épiphénomène, pour évoluer sur quel impact l'obtention de ces passeports-là, quel impact il peut avoir sur la vie politique généralement? On a du mal à comprendre quelque chose dans ce pays. C'est qu'on refuse d'être une république exemplaire. Depuis la mort d'Houphouët, on s'acharne à montrer aux gens que nous sommes incapables de faire émerger une intelligence collective pour que nous passions de l'autre côté de la rive. Passer de l'autre côté de la rive, c'est l'état de droit, c'est la transparence, c'est la redevabilité, c'est le fait qu'un chef d'État ne peut pas être déifié parce que c'est un individu comme tout autre. Et donc, notre incapacité à accepter ces concepts-là fait que des gestes aussi simples, aussi ordinaires que donner un passeport, fait passer le président
pour l'être le plus généreux. Non, ce que je veux dire, monsieur, voilà. ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça va participer à la décrispation de l'atmosphère? Mais c'est un impératif historique pour la Côte d'Ivoire d'avancer. C'est un impératif historique. Et l'impératif historique, c'est que nous sommes ébranlés dans nos fondements, dans nos fondations, et nous devons aller à une réconciliation. D'accord. C'est bien. Et aller à une réconciliation, pas n'importe laquelle, la réconciliation folklorique, par exemple celle de donner un passeport à Gbagbo, c'est du folklore. Ce n'est pas ça la réconciliation. Il faut que nous acceptions d'aller à la réconciliation par les valeurs et autour des valeurs. La réconciliation, c'est un processus. mais ça, et c'est ce qui fait qu'on est bloqué. C'est-à-dire, Gbagbo va arriver, ils vont se retrouver autour d'une table, ils vont former des gouvernements d'union nationale, chacun va vouloir avoir la part de gâteau pour son clan, pour sa communauté, pour les membres de son parti, et puis on dit on avance. Mais on ne gouverne pas un pays de la sorte. On gouverne un pays avec une vision... Alors. Pardon? La responsabilité est donc partagée, il ne s'agit pas seulement de celle du gouvernement. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que toutes les élites politiques, depuis la mort d'Oufoué, n'ont pas réussi à être à la hauteur du destin de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous? Ce qui devait être fait, mais c'est déjà de nous engager pour être un État exemplaire. C'est-à-dire relever les standards, accepter de s'aligner en matière de démocratie sur les standards les plus élevés qui soient. Nous ne devons pas être là à pleurnicher, à nous trancher la gorge, à nous macheter pour une élection. Très bien. Le Ghana est en train de faire une élection. Le Ghana vient d'achever son élection. Qui en a fait un problème? Le Burkina également. Le Burkina également. Alors, des pays, avant, il y a 20 ans, on se moquait du Ghana. Le Burkina, c'était l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui nous donnent des leçons de démocratie. Ça doit être une honte pour nos dirigeants. Voilà. Monsieur Daniel, parlons d'actualité, toujours d'actualité. La Côte d'Ivoire a été récemment en conflit ouvert avec des multinationales du chocolat, dont Mars et Hershey, qui faisaient des difficultés à s'acquitter du différentiel du revenu décent, donc BRD. Quelles peuvent être les conséquences de ce refus pour les producteurs? Bon, d'abord, première chose, c'est qu'ils ont trouvé un accord depuis après une discussion entre Yves et le DG du Conseil Café Cacao et le groupe américain. Depuis le 1er décembre, ils ont pu s'accorder. Depuis le 4 décembre, le groupe américain accepte de payer les $400 de prix. Au forceps, mais si la situation s'éternisait, s'il n'arrivait pas à trouver un point d'accord, quelles auraient pu être en tout cas les conséquences de ce refus sur les producteurs locaux? Sur les producteurs locaux. Alors, je vais vous dire, ce ne sont pas les producteurs locaux qui profitent des $400. Hein. Peut-être ça, vous ne le savez pas. Et c'est qui? Essayez de vous intéresser un peu à une étude qui a été faite par François Ruff de CIRAD. CIRAD, c'est un centre international de coopération sur l'agriculture et le développement. Il fait la démonstration que ce n'est pas les producteurs, je veux dire les paysans. Vous savez, il y a une chose que l'on oublie de savoir, d'accepter. Quand Oufoué dit « on nous a trop volé », il veut dire que les spéculateurs ont trop volé la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a trop volé les paysans. Vous savez que la moitié des paysans ivoiriens sont en état de pauvreté, je dirais absolue. Mais pourquoi? L'explication est simple, et ça il faut bien comprendre. Pour évoluer, pour faire avancer un pays, pour se développer même au niveau d'une entreprise, il faut réaliser des profits. Le profit, on ne réalise qu'en ayant une marge bénéficiaire la plus grande possible. Et donc, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, ce sont les paysans qui supportent cette marge bénéficiaire dont l'État a besoin
pour faire les routes, pour faire les écoles. Et les 400 dollars de primes servent à faire des routes et à faire des écoles. Et par qui? Par les multinationales. Et finalement, dans les 400 dollars, combien revient aux agriculteurs, aux paysans? Producteurs. Mais ce qui a été démontré, c'est que les paysans ne reçoivent que les 1000 du prix. Voilà, ils ne Il est dit reçoivent en pas tout cas plus que que sur ça. 100 milliards de marché mondial de cacao, seulement 6 milliards reviennent aux producteurs. Oui, quand vous dites comme ça, je veux dire, les gens n'arrivent pas à visualiser les chiffres. 100 milliards de dollars. 100 milliards, si le dollar est à 500 francs CFA, ça correspond à 50 000 milliards de francs pour les pays industrialisés et seulement 3 000 milliards de francs pour l'ensemble des pays producteurs de cacao. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez bien que Dont la Côte d'Ivoire on et le Ghana travaille, font 60%. on perpétue l'esclavage, on perpétue la colonisation, on perpétue le fait que le noir est là, que ne vit que pour les blancs. Alors, non, je vais peut-être revenir à quelque chose de plus chiffré. Aujourd'hui, monsieur, donc dans les 400 dollars, combien revient aux paysans? Rien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce Ne que vous trompez pas. Le conseil du café cacao confirmerait cette... Oui. S'ils sont assez honnêtes, ils vous le diraient. D'abord, il faut bien savoir une chose. Il faut bien voir comment ça évolue sur le terrain. Vous savez, entre les paysans et les pays industriels, entre les paysans et le conseil café cacao, il y a des intermédiaires. Il y a des gens, le conseil café cacao donne des agréments à des gens qui vont acheter le café cacao. Or, tout le monde sait, mais fait semblant de ne pas savoir. Quand on dit c'est 1000 francs le kilo, le Libanais ou toute autre personne qui arrive ne paye pas le café cacao à 1000 francs. Parce qu'entre-temps, les paysans, ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de mettre leurs enfants à l'école, ils se sont endettés, et si vous venez payer le cacao à 600 francs le kilo, mais ils acceptent. Alors, et c'est ce que tout le monde fait. Moi, de façon basique, Voilà. monsieur Deyegan, j'ai envie de dire, c'est pas une situation qui date des 3-5 dernières années. Non, ça pas a du toujours tout. perduré. Alors, tout Pas le monde du sait, tout. et ça se poursuit, ça continue. Mais parce qu'on n'a pas... écoutez, le problème, c'est d'arriver à trouver une élite qui soit assez visionnaire pour que nous retrouvions le chemin de la lumière, comme les Thaïlandais, comme la Corée du Sud, comme Singapour, comme le Japon. C'est pas... Les gens... Il y a deux fenêtres pour pouvoir comprendre la situation de la Côte d'Ivoire. La première fenêtre, c'est que très vite, on dit c'est la France, c'est la colonisation, on est dans la France-Afrique, tout ça. Ok, je veux bien. Et ça, c'est vrai. La France ne nous a pas encore donné l'indépendance. Le franc CFA est là pour le prouver. Mais il y a des pays, peut-être que le niveau de leur dépendance à l'égard des pays que je vais citer n'est pas de ce niveau-là, mais la Corée du Sud, le Japon, ce sont des pays qui ont perdu leur indépendance. Ils sont sous le couvercle des États-Unis. Ne vous imaginez pas autre chose que ça. Mais ça ne les empêche pas de se développer. L'autre fenêtre par laquelle on peut comprendre pourquoi nous sommes là où nous sommes, c'est que, et ça c'est moi qui l'avance et qui l'assume, bien sûr. sur 8 000 milliards de budget national, c'est 3 000 milliards qui dérivent dans les poches des privés ivoiriens, du chef de l'État au simple gardien de prison. On ne peut pas se développer avec un tel niveau de corruption endémique. D'accord. Donc, il faut travailler à sortir la Côte d'Ivoire de la corruption endémique. Et il faut réussir à faire que l'impunité zéro n'existe pas. Ok. Nous sommes en votre compagnie et ce soir, autour de la table, il y a Serge Kouachir, Ayana Assi, Edith Brobleu et nous avons l'honneur de recevoir monsieur Honora de Yedagne, ancien directeur général de Fraternité Matin, avec qui nous décortiquons l'actualité. Et là, en l'instant, c'était à propos de la question du café. J'avais pris la parole à Ayana Assi avant la pause. Je vous la redonne pour votre question. Alors c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de corruption et vous avez même récemment fait une sortie dans laquelle vous disiez que la société ivoirienne
ivoirienne était justement gouvernée par cette corruption-là. Mais moi, j'aimerais savoir de façon concrète, quelles sont vos solutions pour lutter contre cette corruption? Bon, déjà, avant les solutions, je pense que vous avez donné des chiffres, hein, de 8 000 milliards de budget, il y a 3 000 Oui, milliards qui c'est passent une dans la hypothèse de poche. départ Voilà. que je Vous avez vous dit donne, que oui. vous assumez ces propos-là. Oui, je Maintenant, l'assume, je ce sont l'assume. des hypothèses. Parce que Oui. si ce n'est pas des hypothèses, je vous demanderai quand même de fournir la preuve de cette Je- pyramide de corruption. Écoutez, j'ai été DG d'une entreprise publique. J'ai vécu la corruption. J'ai été corrupteur. La seule différence, c'est que de toute ma vie, il n'y a eu aucune personnalité publique qui ait pu me corrompre. Ça, je vous lance un défi d'en trouver une seule. vous avez les valeurs Voilà. pour ne pas être corrompu, mais pas suffisamment pour corrompre. Non, Oui, ces mais valeurs parce sont que le tronquées, système, mais ces valeurs il sont faut bien tronquées. comprendre, le système est tel que, je vous donne un exemple bien simple, aussi simple. Si vous dirigez une entreprise publique, vous avez besoin de subventions de l'État. Mais qui vous donne la subvention? Ce sont des hommes. Cette subvention-là, vous ne l'aurez jamais si vous ne donnez pas une part à celui qui va d'abord l'inscrire à la conférence budgétaire. Parce que chaque année, il y a ce qu'on appelle une conférence budgétaire qui se tient le plus souvent au Golfe. Ça, c'est le premier pas. On va inscrire sur un document que Fraternité Matin a droit à, mettons, 800 millions de subventions. Mais l'autre étape, c'est que ça est sur le papier. Entre le papier et l'obtention des 800 Les millions, 800 millions, il faut encore payer pour pouvoir avoir les 800 millions concrètement dans votre caisse. Ce sont des réalités que j'ai vécues en tant que DG. Vous voyez. Vous Est-ce que payez normalement, quoi? cette Vous payez subvention, combien vous et à revenez de qui? droit? Par exemple, dans cet exemple précis. Mais à pour ceux avoir qui ces sont les subventions. décideurs, il y a des décideurs. Vous vous adressez à des décideurs. Je ne suis pas ici pour donner Donc des le noms. système c'est pas vous le oblige but à corrompre. Mais le système tel qu'il il fonctionne, le système de l'administration partout, de la petite mairie, même dans les histoires de Covid, si vous voulez être le premier à passer, il faut vous donner un peu d'argent, vous passez le D'où l'idée premier. de ma question. Voilà. Comment Donc lutter la justement corruption contre ce est système? endémique. Comment Voilà, lutter c'est un contre ça? système. Voilà. Comment lutter contre ce système, Mais justement? pour lutter cette contre le système, il y a deux choses. La première chose, il faut que le chef de l'État en fasse une priorité, la priorité des priorités, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Il faut que les autres pays qui ont réussi, c'est ça. Ça doit être... il y a déjà une politique de lutte contre la corruption, on est Pardon? d'accord. Il y a déjà une politique de lutte contre la corruption. Ce que vous souhaitez, c'est qu'elle Non, soit non, non, plus non, non, ça intensifiée. c'est du maquillage, c'est de Il y a une autre- l'affichage. une autre autorité de la bonne gouvernance c'est également. je dirais c'est de l'affichage. Mais quelles actions concrètes, quelles actions voilà. concrètes pour D'abord, lutter il faut contre que le ça? chef de l'État soit volontaire, du volontarisme politique. C'est très important. Tous les pays qui ont, par exemple les pays scandinaves, les pays nordiques qui ont réussi, qui ont les standards les plus élevés en matière De lutte contre la corruption. de lutte contre la corruption, ce n'est pas un individu. C'est une volonté collective et qui s'est concrétisée au sommet de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut une indépendance effective de la justice pour mettre fin à l'impunité absolue telle que nous la vivons. Vous n'êtes pas surpris que nous soyons un des rares pays au monde, je dis bien un des rares pays, mais il y a d'autres pays africains Ouais, qui vivent c'est- les mêmes choses. Depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui, aucun ministre n'a été mis en prison. Mais parfois, quand vous êtes assis, vous dites, on a des saints. Mais dans ce cas-là, que fait le pape pour les nommer saints quelque part? C'est quand même un peu, Voilà. c'est quand même un peu gros, monsieur. mais en même temps- Mais je vous dis la vérité, c'est des questions... Oui, non, mais en même temps, les ministres ne sont pas faits pour être emprisonnés aussi en Afrique. Mais attendez, Nicolas Sarkozy, il a été chef de l'État de la France, de la grande France. Mais il est poursuivi. Il n'est pas encore emprisonné. Mais il n'est pas encore emprisonné. Le président Laurent Gbagbo a été chef d'État de Côte d'Ivoire, mais il est poursuivi. C'est pas pour corruption. Giscard d'Estaing, il a été poursuivi pour corruption. Ne l'oubliez pas. On nous l'a rappelé à sa mort. Voilà. Il a pris les diamants de Bokassa. Ouais, on nous l'a rappelé. c'est bien Donc, compris. ce Alors, que monsieur, je veux vous donc faire il y a un troisième comprendre- niveau qui est, Oui. il y a un troisième niveau, et vous me permettrez de vous prendre la parole, un troisième niveau qui est vous et moi, parce que vous avez parlé des autorités, vous avez parlé des décideurs, et puis Il y a moi, Voilà, il y a surtout. toi, il y a... En fait, la il y a- responsabilité est partagée. Elle Mais la responsabilité, je vous dis, la corruption,
ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie au niveau de l'Ivoirien, de son mode de vie. De l'Africain, parce que De l'Africain. c'est humain, j'ai envie de dire finalement. Non, c'est humain pour tout le monde. Oui. Aucun pays au monde Voilà. n'a pu mettre fin à la corruption. C'est comme si vous levez pour dire, bon, on va supprimer le mal et qu'il n'y aura que le bien. Ça, ce n'est pas possible. Mais on peut réduire la attendent de très bons corruption. résultats, On quoi. peut réduire la corruption. Et l'effort que tous les pays font, c'est de réduire la corruption. Ce n'est pas de l'annihiler au point qu'il n'y a pas de corrompus. Il y en aura toujours. Cahuzac, en France, ministre du budget, qui donnait toutes les leçons C'est bien pour ne noté. pas qu'il y ait des exilés fiscaux. On a constaté que lui-même, il faisait D'accord. partie des exilés fiscaux. C'est humain. C'est humain, Voilà. c'est bien compris. En tout cas, on va retenir, hein, monsieur Dehidagne, de votre passage ici, sur ce plateau. Si, malheureusement. Non. Si. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées à développer, mais je pense qu'on aura l'occasion d'avoir avec nous, hein, en fonction de son emploi du temps, M. Dehidagne, qui a beaucoup d'idées à partager avec l'ensemble des Ivoiriens, avec nos téléspectateurs. Je voulais déjà vous dire merci. Et je disais qu'on va retenir de votre passage et qu'il faut lutter contre la corruption. Moi, j'ai un dernier mot. En 15 secondes, parce que là, malheureusement... Oui, non. Mon dernier mot, c'est de vous féliciter. Je pensais que sur vos tribunes, on ne peut pas parler librement. Donc, je venais avec un préjugé. Là, vous avez testé. Là. Vous m'avez fait la démonstration qu'on Ici, peut... nous ne sommes pas infantilisés. Voilà. Voilà. Et c'est sans filtre. Et c'est ce qu'on recherche. Et c'est sans filtre. Pour grandir, pour Voilà. faire grandir notre pays. Merci beaucoup, M. Dehidagne. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour ce soir et vous remercier de nous avoir suivis. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour encore dire des choses, encore pouvoir s'exprimer. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur vous.